Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une situation assez singulière, je crois. Bonjour. Oui, en effet. Celle de Maurice Kamto, ce juriste camerounais bien connu. On a d'un côté une reconnaissance académique internationale, vraiment au plus haut niveau, avec un livre important qui sort. Tout à fait. Et de l'autre, un contexte politique chez lui, au Cameroun, qui est décrit dans nos sources comme, disons, très compliqué pour lui. On parle même d'une mise à l'écart. C'est ce contraste, oui, qui est au cœur de l'analyse. Exactement. Donc on va essayer d'explorer ça ensemble. Notre discussion, elle se base sur des textes, des analyses qui commentent justement la sortie de ce livre et cette situation politique telle qu'elle est décrite. L'idée, c'est de bien comprendre la portée de son travail intellectuel, ce fameux livre, Oui, et en même temps de décrypter un peu ce paradoxe politique qui est souligné dans les documents qu'on a consultés. Une analyse approfondie donc. c'est ça. Alors, le livre en question, pour être précis, Droit international et polycentrisme normatif. La règle internationale dans tous ses états. Cour générale de droit international. Un titre assez programmatique. Oui, et publié par l'Académie de droit international de La Haye. Ça pose déjà le cadre, n'est-ce pas ? Absolument. L'Académie de la Haye, c'est le sommet. Et les analyses qu'on a lues insistent tout de suite là-dessus. Ce n'est pas juste un livre de plus. Être invité pour le cours général à La Haye, Non, c'est exceptionnel. voilà, c'est présenté comme une reconnaissance rare. Les sources parlent d'un honneur réservé aux grands, une sorte de consécration ultime pour un internationaliste. C'est ça. Et ce livre, techniquement, c'est un tiré à part du recueil des cours de l'Académie, le tome 80-48, une collection qui fait référence mondialement. Pour bien comprendre pourquoi cette invitation est-elle si significative, Oui. c'est quoi exactement l'Académie de La Haye ? Eh bien, l'Académie, fondée en 1923, c'est vraiment, on peut dire, le centre névralgique mondial pour l'étude et l'enseignement du droit international public et privé. Ah oui, Chaque été, ça rassemble des étudiants, des profs, des praticiens du monde entier, et le cours général, qui est donné soit en français, soit en anglais, c'est vraiment le point culminant. d'accord. Être choisi pour donner ce cours, ça vous place immédiatement dans la lignée des grands penseurs qui ont marqué le droit international. Les sources disent d'ailleurs que ça le met, Maurice Kamto, dans un cercle très restreint de juristes dont la pensée est jugée marquante pour notre époque. Tout à fait. C'est une validation scientifique très très forte. Ça dépasse les frontières, les contextes politiques nationaux. Le processus de sélection est basé uniquement sur la contribution intellectuelle. Essentiellement, oui. L'Académie recherche des voix qui non seulement maîtrisent le droit, mais qui proposent aussi des cadres d'analyse nouveaux, des clés pour comprendre les transformations du monde. Et c'est ce que Kamto ferait avec son concept de polycentrisme normatif. C'est exactement ça. C'est le cœur de sa contribution, tel qu'analysé. Alors justement, parlons-en, ce polycentrisme normatif, qu'est-ce que ça veut dire exactement d'après les analyses ? C'est la manière dont il propose de lire le droit international aujourd'hui. L'idée clé, c'est de rompre avec la vision classique westphalienne, on dit. C'est-à-dire celle centrée sur les États. Voilà, la vision où le droit international vient presque uniquement de la volonté des États souverains. Le polycentrisme, lui, dit que la création de la norme juridique internationale, elle n'est plus centralisée. Elle vient de plusieurs endroits. Exactement. Poly, ça veut dire plusieurs centres. Alors bien sûr, les États restent très importants. Ils font les traités, la coutume. Oui, bien sûr. Mais Kamto, d'après ce qu'on lit, met en lumière le rôle grandissant et surtout normatif, c'est ça le point, d'autres acteurs. Comme qui, par exemple ? Alors on pense aux organisations internationales, l'ONU, l'OMC, l'Union européenne. Leurs actes peuvent avoir force de loi. D'accord. Il y a aussi les tribunaux, les juridictions internationales comme la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, mais aussi les tribunaux nationaux. Leurs décisions façonnent l'interprétation du droit international. Et ça va plus loin que ça même. Oui, ça va plus loin. Le concept inclut aussi le rôle normatif potentiel ou avéré d'acteurs qui ne sont pas des États. Ah, Les ONG, par exemple. les ONG, oui. Elles participent à créer des standards, elles surveillent l'application des règles, parfois elles sont même dans des processus quasi législatifs, par exemple en environnement ou droits humains. Et les entreprises ? Les sources mentionnent aussi les entreprises transnationales. Effectivement. C'est peut-être plus débattu, mais oui. Elles élaborent des codes de conduite, des normes techniques, elles pèsent sur la négociation des règles commerciales, d'investissement, donc elles contribuent aussi à créer de la norme.
Donc si je comprends bien l'analyse, ce qui est assez radical, c'est que Comto ne dit pas juste que ces acteurs influencent le droit. Non, c'est plus que ça. Il dit qu'ils en sont devenus des sources, ou au moins des pôles de production de normes. C'est exactement le point qui est souligné. Ce n'est pas juste du lobbying. C'est une participation, directe ou indirecte, à la formation même de la règle de droit international ou à son interprétation qui fait autorité. Ça change quand même pas mal la perspective par rapport à la vision classique centrée sur l'État souverain. Ah oui, ça la bouscule sérieusement. La théorie décrit un ordre juridique international plus complexe, peut-être plus désordonné en apparence. Éclaté, c'est le mot utilisé dans les textes. Éclaté, oui, mais aussi vivant, parce que potentiellement plus capable de capter les vraies dynamiques de la mondialisation qui, elles, dépassent largement le cadre juste entre États. Et cette approche, elle est juste descriptive ou est-ce qu'il y a un jugement de valeur? C'est bien, c'est mal, ce polycentrisme? Les extraits qu'on a suggèrent que l'approche de Comto est d'abord analytique. Il cherche à donner une grille de lecture pour comprendre ce qui se passe réellement. Cartographier la complexité actuelle, en somme. Voilà, cartographier cette nouvelle réalité normative du XXIe siècle. Après, le fait de décrire un système comme vivant, capable de s'adapter, ça suggère quand même une certaine reconnaissance de sa fonctionnalité, même si c'est un peu le bazar. Oui, on sent une nuance positive. L'analyse ne dit pas explicitement si Comto pointe des dangers majeurs, comme trop de fragmentation ou une dilution des responsabilités. Mais elle souligne que sa théorie permet de penser la coexistence de logiques très différentes, celle des États, celle des marchés, celle des droits humains dans un même espace mondial. C'est vrai que ça semble un outil pertinent pour penser des choses très actuelles. L'influence des géants du numérique, le rôle des ONG pour le climat. Tout à fait. Ça invite à regarder au-delà d'une vision un peu rigide du droit international pour voir comment les règles se fabriquent, se négocient, s'appliquent vraiment avec tous ces acteurs différents. Un regard neuf, quoi. Bon, on a bien compris l'apport théorique et sa reconnaissance. Mais alors, les sources nous ramènent très vite et assez brutalement au contexte politique camerounais. Oui. Et c'est là qu'elle parle d'ironie tragique. Comment ce décalage est-il présenté ? C'est vraiment le point de tension central que l'analyse met en avant. D'un côté, cette consécration au sommet du monde juridique. La haie. Et de l'autre, la source affirme que Maurice Comto serait confronté à une exclusion politique dans son propre pays. Elle dit même qu'il aurait été écarté arbitrairement de la course à la présidentielle du 12 octobre 2025. Écarté arbitrairement ? La source donne des détails sur comment ? Alors, sans pouvoir valider nous-mêmes les faits, bien sûr, la source décrit un contexte politique qu'elle n'hésite pas à qualifier de dictature rampante. Ah oui, quand même. Elle suggère que le pouvoir en place utiliserait différents moyens administratifs, peut-être judiciaires, pour bloquer sa candidature. Elle parle d'un verrouillage du jeu politique au mépris du droit et de la démocratie. Et pourquoi cette crainte supposée de Comto ? Juste sa popularité ? La popularité potentielle, oui, mais l'analyse suggère aussi autre chose. La crainte du pouvoir de ses idées. Ah, intéressant. Oui, et de la légitimité intellectuelle et politique qu'il pourrait incarner autant au Cameroun qu'à l'international. Il faut vraiment insister ici, nous rapportons ce que disent les sources. On ne prend pas parti sur la situation politique camerounaise. Ce qui nous intéresse, c'est comment ces textes lient la reconnaissance internationale et la situation politique décrite. Absolument, c'est crucial. Et la concomitance des deux événements est présentée comme très significative. Le fait que la haie arrive en même temps que cette exclusion présumée. Ça révèle une tension. Oui, une tension profonde selon l'analyse. D'un côté, un Camerounais dont l'intelligence est célébrée mondialement. De l'autre, un système politique national qui, toujours selon cette lecture, cherchait à le faire taire, à le neutraliser. Ça pose question, effectivement. Ça soulève des questions sur ce rapport compliqué entre le mérite intellectuel universellement reconnu et les aléas politiques locaux, qui peuvent être rudes. Allons plus loin sur la portée symbolique que les sources donnent à tout ça. Comto y est vu comme plus qu'un individu, non ? Oui, tout à fait. L'analyse le présente comme un symbole. Un symbole d'un Cameroun qui pourrait briller par l'excellence. Une sorte d'incarnation du potentiel du pays. C'est ça. Son parcours, sa reconnaissance à la haie, c'est vu comme une preuve de ce potentiel intellectuel. Et dans ce contexte, son livre, ce cours général, ce n'est pas juste un livre savant. C'est aussi un acte politique. Un acte de présence intellectuelle, dit la source. Une manière de continuer à exister, à peser dans le débat mondial des idées, même face à ce qui est décrit comme une tentative de censure ou d'effacement au niveau national. L'image utilisée est très forte. L'homme honoré à l'international et en même temps humilié dans son propre pays. Exactement. C'est ce contraste violent qui est souligné.
Et cette humiliation présumée, elle dépasse sa personne. Oui, elle est vue comme symbolique d'une situation plus large. Selon l'analyse, ça représenterait l'étouffement possible des voix critiques, des alternatives au Cameroun. Du coup, la publication à La Haye prend une autre dimension. Elle est vue comme une sorte de revanche symbolique. Un rappel que les idées, elles, peuvent traverser les frontières, elles peuvent survivre aux tentatives de les enfermer. Une preuve que le Cameroun produit des penseurs dont la voix porte loin. Voilà. Des penseurs de stature universelle, dont la voix résonne bien au-delà du contexte politique immédiat. Est-ce que l'analyse fait un lien entre ces dimensions symboliques et la théorie même du polycentrisme normatif, entre le contenu du livre et la situation de l'auteur? C'est une excellente question. Le lien n'est pas fait explicitement dans les textes qu'on a. Mais on pourrait le voir. On pourrait y voir une résonance intéressante, oui. La théorie de Camto décrit un monde où le pouvoir de créer la norme n'appartient plus seulement aux États. Oui. Et ironiquement, sa propre reconnaissance internationale vient d'une institution académique prestigieuse, La Haye, qui est, d'une certaine manière, un acteur non étatique. Ah, bien vu. Il rayonne, indépendamment de son État national, voire malgré l'opposition supposée de cet État. Sa situation personnelle deviendrait presque une étude de cas de sa propre théorie. Fascinant. En quelque sorte, oui. Sur la pluralité des sources de légitimité et d'influence aujourd'hui. Alors, si on essaye de synthétiser ce que nous disent les sources, quel est le message principal à retenir de cette situation telle qu'elle est décrite? L'analyse insiste vraiment sur le paradoxe. Elle invite à réfléchir. Elle met en lumière cette dualité très forte. Excellence intellectuelle d'un côté. Oui, une excellence camerounaise qui s'exporte, qui participe aux grands débats mondiaux sur le droit, la gouvernance, et de l'autre côté, une situation politique interne décrite comme très sombre. Exclusion, fermeture, répression des voix différentes. La source parle de Camto comme d'un phare académique et moral. Oui, suggérant que son œuvre, sa pensée, continue d'éclairer même dans ce que la source appelle un Cameroun bâillonné. Donc, le message serait « N'oubliez pas cette contribution intellectuelle et méditez sur ce contraste ». C'est ça, un contraste qui, selon l'analyse, devrait interpeller tout le monde, les observateurs internationaux, mais surtout, peut-être, les Camerounais eux-mêmes, sur les chemins possibles pour leur pays. Bon, récapitulons rapidement les points clés de cette exploration, toujours basée sur nos sources. D'abord, la reconnaissance académique hors norme de Maurice Camto avec ce cours général à La Haye. Une consécration. Ensuite, sa théorie importante du polycentrisme normatif, une nouvelle façon de comprendre comment les règles se forment aujourd'hui avec plein d'acteurs différents. Une lecture adaptée à la mondialisation. Et enfin, le paradoxe poignant que soulignent les textes, cette gloire internationale qui arrive en même temps qu'une situation d'exclusion politique présumée au Cameroun. L'ironie tragique, comme dit la source, symbolique des tensions entre l'intellect et le politique. Voilà. Une situation complexe qui mérite réflexion. Et pour prolonger un peu la réflexion, justement, en s'inspirant de ces thèmes, on pourrait se demander comment cette idée de polycentrisme normatif, Oui. cette idée que des acteurs non étatiques, ONG, entreprises, même des institutions comme la Haye, créent ou valident des normes, comment ça pourrait changer notre vision du pouvoir à l'intérieur des États? C'est-à-dire, est-ce que ça affaiblit l'État forcément? Ou est-ce que ça ouvre de nouvelles façons de gouverner? Peut-être plus complexe, mais aussi plus inclusive. Comment cette vision plurielle de la création des règles éclaire les rapports entre société civile, économie et pouvoir étatique, que ce soit au Cameroun ou ailleurs? C'est une piste très intéressante. Et une autre, peut-être, qui colle plus à la situation décrite, Oui, c'est de se demander si une œuvre intellectuelle, comme ce cours général, une fois qu'elle est publiée, diffusée internationalement, est-ce qu'elle ne prend pas une vie propre? Ah, l'autonomie des idées. Exactement. Est-ce qu'elle peut continuer à influencer les débats, la recherche, à stimuler la pensée critique, peut-être même l'action, peu importe ce qui arrive à son auteur? Quelle est la résilience des idées face aux contraintes politiques? Voilà. Est-ce que la reconnaissance de La Haye assure une sorte de pérennité à la pensée de Camto, quelles que soient les difficultés? C'est toute la question de l'impact à long terme du travail intellectuel dans un monde bien souvent instable politiquement. Une question fondamentale en